Il est 16h50, c'est l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus ce soir. Sans nous, l'OTAN n'est rien, averti Donald Trump. Pour assurer sa défense, l'Europe doit donc s'émanciper des États-Unis alors qu'elle achète 60% de ses armes outre-Atlantique. Le réarmement est urgent. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, estime que la Russie pourrait tester la capacité de l'Union européenne à se défendre d'ici 3 à 5 ans. Autrement dit, demain, un conflit potentiel sur le sol européen. Nous en sommes là. L'opinion publique européenne s'inquiète. Une majorité considère désormais que le président américain Trump est un ennemi de l'Europe. Europe, 5 ans pour préparer la guerre. C'est le thème du grand dossier ce soir. Écoutez l'avertissement du président américain. L'OTAN est une alliance solide, mais qui doit bien nous traiter, car sans nous, l'OTAN n'est rien. D'ici à 2030, l'Europe doit disposer d'une position de défense européenne forte. L'état de préparation à l'horizon 2030 signifie que l'Europe doit s'être réarmée et avoir développé les capacités nécessaires à une dissuasion crédible. L'état de préparation pour 2030 signifie que nous devons disposer d'une base industrielle de défense qui constitue un avantage stratégique. Mais pour être prêts pour 2030, nous devons agir dès maintenant. Alors tout d'abord, l'OTAN, c'est une alliance intégrée qui est centrée autour des États-Unis, autour de l'armée américaine. Puisque d'emblée, dès 1949, les premiers pays de l'OTAN, l'Allemagne n'avait pas d'armée à l'époque, c'était le Canada, la France, la Grande-Bretagne, enfin le Royaume-Uni, les Benelux et les États-Unis. Et puis ensuite, progressivement, l'OTAN s'est étendue en territoire et en nombre d'armées. Donc les États-Unis ont toujours constitué l'épine dorsale de l'OTAN. Et j'y ai servi un certain nombre d'années, en opération extérieure ou d'ailleurs dans des PC permanents. Sans les Américains, rien n'est possible, parce que les transports, le renseignement, les systèmes d'information et de communication, tout ça, ce sont des systèmes américains qui sont tenus par des Américains. Et bien généralement, pourquoi d'ailleurs les généraux des grands commandements sont souvent des Américains, notamment Naples par exemple, que je connais bien, parce que cet amiral commandant le PC de l'OTAN à Naples est en même temps le commandant de la 6e flotte américaine. Donc ils ont double casquette, double état-major. Et finalement, j'ai toujours eu un peu l'impression, subjective certes, c'est qu'en fait l'OTAN était la vitrine des opérations américaines ou de l'influence américaine en Europe. Est-ce qu'elle était faite pour faire la guerre? Certainement pendant la guerre froide. Après, ça se discute pour faire des opérations, bien sûr, mais la guerre telle qu'on la craint aujourd'hui à haute intensité, certainement pas. Donc en fait, ce que vont devoir faire les Européens, c'est créer ce qu'on appelait pendant un certain temps le pilier européen de l'OTAN. Non, c'est plus que ça, c'est une défense européenne. Et donc, je voudrais qu'on regarde ensemble ce sondage qui a été réalisé auprès des pays européens, les Français, les Belges, les Allemands, les Polonais. Et eux estiment désormais, à une courte majorité, mais à une majorité, que Donald Trump est un ennemi de l'Europe. Les mots sont forts, hein. Ça veut dire qu'ils estiment qu'il n'est pas seulement, il n'est plus un allié, c'est aussi un ennemi. Et une majorité encore plus forte, à 55%, pense qu'il y aura bientôt un conflit, une guerre sur le sol européen. Donc c'est quand même dans cette perspective que s'inscrit notre débat pour savoir si l'Europe serait prête à une guerre dans 5 ans. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le sondage porte sur M. Trump, hein, pas sur les États-Unis d'Amérique. Tout à fait. Je vois. Hein. Oui. Et en fait, les personnes sondées, hein, sur toute l'Europe, je pense, répètent un peu ce qu'a dit lui-même Trump à plusieurs reprises, hein, déjà sous l'ancien mandat et encore récemment. En gros, que les Européens, l'Union européenne avait été créée pour ennuyer l'Amérique, et il avait dit il y a 4-5 ans, et il s'est dû être répété, que finalement, il comptait parmi ses ennemis la Chine, la Russie, mais aussi les Européens. On souligne que sur ce point, en tout cas en France, il y a un consensus sur la nécessité pour la France et pour l'Europe d'être autonome vis-à-vis des Américains. Écoutez Jordan Bardella. D'abord, il faut que les Français et nos dirigeants politiques prennent conscience que si on n'a pas une défense autonome qui permette à la France de demeurer un pays libre, alors on continuera à déléguer notre sécurité entre les mains de puissances extérieures.
depuis maintenant plusieurs années, nous défendons une défense nationale à minimum 3% du PIB. Et je crois que dans les différents efforts qui se mettent en place aujourd'hui dans les nations européennes, il y a un point très important, c'est de faire en sorte que ces investissements aillent vers des entreprises françaises et des entreprises européennes. On sait qu'une grande partie des efforts d'investissement qui ont été mis en place depuis le début de la guerre en Ukraine ont servi à alimenter des entreprises américaines. Or, je pense que quand on dépense de l'argent pour se fournir en matériel de défense auprès de sociétés américaines, on est aussi dépendant du bouton qui est partagé avec les Américains dans l'utilisation de ces armes. Le porte-parole du Kremlin qui estime que c'est l'Europe qui est devenue le parti de la guerre. Emma Barrier, vous nous avez rejoint. Ursula von der Leyen accélère la cadence, on le sait, sur le soutien à l'Ukraine et le réarmement européen. Mais est-ce que les pays de l'Union européenne sont tous sur la même longueur d'onde? L'Europe est-elle vraiment unie pour se réarmer? Eh bien non, pas totalement. Il n'y a qu'à regarder cette carte des dépenses militaires par pays pour comprendre la fracture qui s'opère en Europe sur la question du réarmement. Il y a de très grands écarts entre, par exemple, l'Espagne et l'Italie qui dépensent environ 1,3% de leur PIB pour la défense et la Pologne qui va jusqu'à 4,1% de son PIB. Alors forcément, lorsque Ursula von der Leyen présente son ambitieux plan Réarmer l'Europe et que l'idée d'un endettement commun pour récolter des fonds est soumise aux 27, eh bien un dissensus apparaît et les positions des pays reflètent très bien cette carte, vous allez le voir. On commence avec l'Estonie, un pays donc frontalier avec la Russie. Le chef du gouvernement alerte les autres pays. On connaît la Russie et on sait que les objectifs de Poutine n'ont pas changé. Ce qui se passe en Ukraine peut se passer ailleurs. Alors en Estonie, en plus, on se dit prêt à dépenser plus de 5% du PIB dans la défense d'ici l'année prochaine. Même son de cloche du côté de la Lituanie. Il nous reste 4 ou 5 ans pour nous préparer à la prochaine agression. L'heure n'est plus au discours, mais aux décisions. Tandis que dans le sud de l'Europe, eh bien, la perception de la menace russe, elle paraît plus lointaine là-bas. Par exemple, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, il a du mal à imaginer Vladimir Poutine passer la frontière des Pyrénées. Il faut comprendre que les défis que nous avons dans le sud sont un peu différents de ceux du flanc oriental, a-t-il dit à Bruxelles cette semaine. En Italie, ensuite, alors là, l'argument, il est un peu moins financier et davantage politique. Giorgia Meloni, elle est très critique du projet de défense qui se profile au sein de l'UE. Il est juste que l'Europe s'équipe, mais il est au mieux naïf et au pire fou de penser qu'elle peut le faire seule, sans l'OTAN. Alors la seule exception dans cette carte, eh bien, ce sont les Pays-Bas, puisque eux dépensent comme la France, l'Allemagne ou encore la Finlande, mais ils ont déjà voté préventivement pour rejeter le plan Réarmer l'Europe. Avec la Suède, ils font partie du club dit des frugaux et ils refusent toute idée de financement supplémentaire et d'emprunt européen pour la défense. Donc face à la menace russe et au risque de désengagement américain, il semble que pour l'instant, les 27 peinent à afficher un front uni. Merci beaucoup pour ces informations précieuses, Emma Barrier, qui rejoint ce que vous nous disiez, Elisabeth. Est-ce qu'on peut se réarmer sans être totalement unis? Ce n'est pas rien, colonel, de dire de la part de Kaja Kallas que la Russie pourrait tester notre capacité à nous défendre d'ici 3 ou 5 ans. Absolument, et elle peut le tester de manière très rapide. Oui. Alors, toutes sortes d'opérations peuvent être imaginées, y compris des opérations physiques. Ah, et là, alors moi je veux aussi rassurer un peu les spectateurs. Les armées européennes, depuis, moi j'ai fait 42 ans de service depuis les années 80, elles n'arrêtent pas de manœuvrer ensemble, elles sont interopérables. On est interopérables avec les Allemands, avec les Italiens, avec les Britanniques. Donc là, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est plus au niveau politique et au niveau budgétaire pour entretenir ces compétences, parce que c'est vrai que depuis les années 90, on avait perdu de vue le type de guerre qui était une guerre, à partir des années 90 jusqu'à aujourd'hui, de type expéditionnaire. Et les accords auxquels on faisait allusion avec la Grande-Bretagne, c'était de construire ensemble une force expéditionnaire. C'est-à-dire une force en Afrique, une force en Asie, comme on a fait en Afghanistan et tout ça. C'est ce à quoi les armées européennes s'entraînaient. Bien maintenant, l'Afrique, la page est tournée, au moins pour les Français, mais aussi pour d'autres. Pour l'Afghanistan, on a bien vu ce que ça a donné. Donc maintenant, c'est la guerre à nos frontières. Et là, c'est un autre type de stratégie qui exige plus d'hommes et de femmes, plus de personnes. Là aussi, il y a l'esprit de défense à entretenir. Ça, c'est autre chose. C'est de l'argent aussi. S'il faut convoquer des volontaires du service militaire, eh bien, ça va coûter de l'argent. Les Belges s'y préparent d'ailleurs activement. Pourtant, la Belgique, elle peut aussi ne pas s'attendre à avoir des
Russes qui débarquent chez eux, mais ils voient très bien que leurs forces armées sont en nombre insuffisant. Actuellement, ils ont à peine une brigade. Les Portugais, ça devrait être la même chose, même s'ils sont plus loin. Donc en fait, pour la France, d'ailleurs, le chef d'état-major de l'armée de terre, pour ce qui concerne les forces terrestres, a prévu que dans les années 2030, on pourrait déployer un corps d'armée, ce qui est quand même pas rien, en dehors de nos frontières, c'est-à-dire 45 à 50 000 hommes. Bon, on est dans la dynamique. Alors maintenant, le danger, c'est qu'évidemment, les guerres n'arrivent jamais quand on le veut, où on le veut. Et avec la forme, la guerre est un caméléon, comme disait Clausewitz. Donc il peut très bien y avoir des opérations commando, des Spetsnaz ou des gens déjà infiltrés, pas nécessairement russes d'ailleurs, qui peuvent être de la nationalité, qui vont saboter, qui vont prendre le pouvoir, qui vont appeler les Russes à la rescousse. Et surtout que les Russes pourront venir tranquillement, puisque les Américains nous laisseront tomber. Donc si vous voulez, c'est ça. Alors ça ne veut pas dire qu'on verra les troupes russes défiler à Paris ou ailleurs, mais ça veut dire qu'ils seront bien présents dans les manières de faire. C'est ça la défense. Quand on parle de menaces existentielles, c'est l'existence de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, avec des démocraties représentatives, qui fonctionnent qu'un an, plutôt bien. On vit bien en Europe. Les gens ont plutôt envie d'aller en Europe que d'aller en Russie. Hein. Les courants migratoires, c'est plutôt vers l'Europe que ça va. Donc on n'y vit pas si mal. On n'y vit pas si mal en Europe. Parfois, ils utilisent les migrants pour les pousser vers nos frontières, en Pologne et en Lituanie. Exactement, c'est l'infiltration. Vous restez avec nous, on va poursuivre ce débat à l'aune justement des Américains qui menacent de nous laisser nous défendre seuls, alors que Donald Trump relance la course à l'armement aérien avec sa nouvelle génération d'avions de combat F-47. A tout de suite.